Bonjour à tous. Est-ce qu'on fait quelques minutes le temps que tout le monde puisse nous rejoindre? Ceux qui viennent d'arriver, alors, je propose qu'on attende encore une petite minute pour laisser le temps aux derniers de nous rejoindre et puis on pourra démarrer. Écoutez, je propose que l'on commence. Il est 14h04. Euh, Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour une petite heure. L'idée, c'est de faire un peu le point sur l'ensemble des exigences sécurité qu'on va retrouver dans le cadre de la vague 2 du Ségur. Je me présente Vincent Croisil, je fais partie de l'équipe sécurité de l'ANS et j'interviens sur tous les sujets de régulation en cybersécurité pour le secteur santé. Je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Aloïs de Coninck, de la même équipe. Nous sommes accompagnés par Léa Segovia aussi, qui intervient dans le cadre du Ségur sur ces sujets. Voilà, l'idée c'est de prendre un peu de temps pour vous présenter ça. Alors, si on regarde un petit peu si on explique un petit peu le contexte et le périmètre d'applicabilité des exigences SSI. Aujourd'hui, on se rend compte que dans l'actualité, il y a de plus en plus de cyberattaques qui peuvent toucher notamment des structures de santé, hein. Les médias ont relayé un certain nombre d'entre elles. Je pense que vous en êtes tous conscients.
Alors, il y a bien sûr les hôpitaux qui sont touchés avec des attaques qui sont très médiatisées, mais on en parle moins. Mais les structures de santé un peu plus petites peuvent être aussi touchées par ce type de cyberattaque. Et dans ce cas-là, ça peut être un impact, ça peut être très grave, voire irréversible dans certains cas, lorsque, par exemple, toutes les données se retrouvent chiffrées du jour au lendemain. Et ça peut être, voilà, ça peut être bloquant dans certains cas. Donc là, l'exemple que je prends, c'est celui des rançongiciels. Voilà. Vous avez sûrement entendu parler, mais c'est pas le seul type d'attaque qu'on peut rencontrer sur le secteur santé. Par ailleurs, les données qui sont manipulées, c'est des données de santé à caractère personnel, c'est des données qui sont particulièrement sensibles et donc qu'il faut protéger en conséquence. Par ailleurs, il y a des enjeux de sécurité qui sont importants puisque les applications dont on parle et vos applications vont être amenées progressivement à s'interconnecter avec mon espace santé, notamment le DMP. Donc, il est plus que jamais indispensable de faire en sorte que des bonnes pratiques de sécurité soient appliquées pour que les solutions que vous proposez soient complètement sécurisées pour les usages au quotidien. Donc voilà, dans ce cadre, eh bien, le Ségur, le programme SONS du Ségur intègre un certain nombre d'exigences qui portent sur la sécurité des systèmes d'information, puisqu'on estime que aujourd'hui, on ne peut pas proposer un programme de financement avec des exigences sans y intégrer des exigences qui portent sur ces aspects de sécurisation des systèmes d'information. Donc, si on regarde un petit peu les différentes exigences que l'on va retrouver, donc on retrouve trois principaux groupes d'exigences en sécurité des systèmes d'information. On a d'abord un socle commun d'exigences, donc c'est des exigences qui sont assez générales, on va venir un petit peu après dans le détail, mais dont le but est de proposer un niveau de sécurité de la solution qui soit suffisant. Et donc ces exigences, elles sont validées en se basant sur une revue documentaire, c'est-à-dire qu'on va vous demander des éléments documentaires qui vont faire office de preuve. Ensuite, on a un second groupe d'exigences qui porte là plus précisément sur la partie identification électronique. Donc, dans la sécurité, c'est très important de prendre en compte la façon dont on accède aux données. Et donc, la façon dont on s'identifie, c'est-à-dire on décline son identité, et où on s'authentifie, c'est-à-dire qu'on prouve qu'on est bien la personne qui doit accéder, qui a les droits d'accès à ces données. Et donc, dans ce cadre, il y a notamment le référentiel d'identification électronique qui précise un petit peu ce qui est attendu sur le secteur santé pour sécuriser ces accès. Et en l'occurrence, on a repris partiellement certaines exigences du référentiel d'identification électronique qui doivent être appliquées sur vos solutions afin que derrière, les professionnels de santé qui vont les utiliser puissent être en conformité avec ce qui est attendu de leur part au travers du référentiel d'identification électronique. Et puis, on a un troisième et dernier groupe d'exigences qui porte sur la sécurité des systèmes d'information, qui porte sur la gestion des identités. Donc là, on a une à deux exigences qui sont liées à la gestion des identités et des accès et qui concernent, par exemple, la façon dont vous gérez les traces. C'est important de conserver des traces, des accès à votre solution qui vont permettre derrière d'identifier des accès frauduleux ou en cas de cyberattaque, de pouvoir réagir efficacement. Et puis, ça va porter également sur la politique de mots de passe pour les comptes d'administration. C'est des comptes à privilège, donc il est important d'avoir un niveau de robustesse de ces mots de passe qui est supérieur à celui qu'on peut avoir, par exemple, pour les utilisateurs. Donc voilà un petit peu pour les trois grands groupes. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, si on prend le premier groupe, le socle commun d'exigence SSI, donc on va retrouver 6 principales exigences
donc qui sont des exigences qui portent sur des aspects généraux et j'ai envie de dire un peu basiques de la sécurité des systèmes d'information. Alors le premier, il porte sur la désignation de responsables du suivi et de maintien des mesures de sécurité. Ça veut dire que c'est important en fait que vous ayez dans vos équipes des personnes qui soient en charge de la sécurité, pas forcément des personnes qui ne font que ça, mais en tout cas, il faut que des personnes soient désignées pour gérer cette sécurité. C'est un point de départ pour être sûr que les choses soient faites correctement chez vous. Donc, on vous demande de nommer en fait quelles personnes chez vous sont en charge de la sécurité. Donc, sur les activités à la fois de conception, de développement, d'installation, d'exploitation, d'administration, de maintenance et de support, voilà, sur l'ensemble des activités qui sont à la fois en amont dans le développement du produit jusqu'en aval pour le support. Voilà, on vous demande quelle personne assure la sécurité. La deuxième exigence, elle porte sur les aspects de sensibilisation des équipes en charge, puisque on se rend compte bien souvent en cybersécurité, c'est souvent les personnes, on a beau prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, c'est bien souvent une personne au sein de l'équipe qui n'aura pas bien assimilé les bonnes pratiques et qui va, de par son action, engendrer derrière un incident de sécurité. Donc c'est important, c'est quelque chose de primordial de sensibiliser en fait l'ensemble des équipes qui participent à la conception, au développement, etc. de vos produits sur ces questions de sécurité des systèmes d'information. Donc là, on va vérifier que vous ayez bien pris ça en compte et que vous sensibilisiez bien vos équipes. Le troisième point de ce socle commun d'exigence, il porte sur le plan d'assurance sécurité du produit. Alors, qu'est-ce que c'est le plan d'assurance sécurité? C'est simplement le contrat que vous avez entre. Donc ça va concerner uniquement les éditeurs parmi vous qui hébergent leurs produits ou qui fournissent leur système sous forme de service SaaS. Voilà, donc dans ce cas-là, il faut que vous ayez un contrat avec l'entité qui assure l'hébergement de la solution, que vous ayez géré un certain nombre de mesures de sécurité à votre niveau pour s'assurer que l'environnement qui est mis à disposition il est correctement sécurisé. Et l'exigence suivante, elle porte sur le développement sécurisé. Donc, on parle d'applications qui sont utilisées chez les professionnels de santé et du paramédical. Et donc, pour ces développements de solutions, c'est important d'avoir des bonnes pratiques de développement pour être sûr que le code que vous allez que vous allez ensuite commercialiser, il est exempt ou en tout cas, il a été analysé pour vérifier qu'il n'y avait pas euh, de, de vulnérabilité qui pourrait être exploitée lors de la création. Donc, ça va passer par la vérification de la qualité du code, par exemple, par la gestion de l'obsolescence des bibliothèques, s'assurer qu'elles soient toujours à jour, la sécurisation de la plateforme système, etc. Ensuite, donc on a la partie veille et patch management. Donc là, on a parlé des développements en amont. Maintenant, il faut que ces développements, pour qu'ils restent sécurisés, il faut qu'il y ait un suivi dans le temps notamment des vulnérabilités qui pourraient apparaître. C'est que tous les jours, en fait, il y a des vulnérabilités qui sont découvertes sur les solutions logicielles, sur les composants et les librairies qui peuvent être utilisées. Et donc, il est important d'assurer une veille sur ces composants pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de nouvelles vulnérabilités découvertes et de patchs proposés. Et puis de mettre en œuvre un processus de management des patchs et de distribution pour être sûr que les solutions elles vont être correctement patchées et elles ne vont plus contenir ces vulnérabilités.
Donc ça, l'idée, c'est d'avoir un processus qui soit défini pour gérer cette partie-là. Et enfin, pour terminer sur cette partie de socle commun, on a une partie qui porte sur la réalisation des sauvegardes. Donc, je parlais en introduction du cas des rançongiciels, par exemple. Donc là, typiquement, si on est confronté à ce type d'attaque, où toutes les données elles sont chiffrées, et ben en fait, bien souvent, ce qui va faire que le professionnel de santé, il va pouvoir rapidement corriger tout ça et se remettre à travailler. C'est le fait qu'il ait réalisé des sauvegardes et qu'elles soient correctement sécurisées. Et donc, pour qu'il puisse le faire, c'est important que vous proposiez une procédure de sauvegarde et de restauration et la documentation associée pour lui permettre de le faire. Donc voilà pour cette partie de socle commun. Donc on a ces 6 exigences qui sont des exigences assez générales, mais assez génériques, mais qui portent sur des points que nous avons estimés comme des points très importants en fait de la sécurité. Alors je poursuis avec le second bloc d'exigences que j'ai abordé tout à l'heure, qui porte sur l'identification électronique. Ici, on va retrouver 3 exigences. Voilà, on a été raisonnable sur cette partie-là, puisque le référentiel d'identification électronique pose un grand nombre de points d'exigence qui sont attendus pour les professionnels de santé ou tout simplement ceux qui proposent des services numériques en santé. Donc là, on va retrouver une exigence qui porte sur les comptes utilisateurs, où on attend de votre part qu'un certain nombre d'identifiants et d'attributs soient retenus, donc soient présents dans l'identité des comptes utilisateurs. Donc ça va être notamment lorsqu'il existe, il faut favoriser l'utilisation, ou en tout cas le fait de récupérer le numéro RPPS dans les données. Ça va permettre après, lorsqu'on va se connecter à des services numériques en santé nationaux, comme le DMP par exemple, de faire facilement le lien avec l'identité du professionnel de santé au RPPS, qui pour rappel est le répertoire partagé des professionnels de santé. Après, dans certains cas, voilà, il est possible qu'il n'y ait pas de numéro RPPS, et dans ce cas-là, ce sera tout simplement un identifiant privé qui devra être présent et dont l'unicité doit dans ce cas être assurée. Et puis, on attend de retrouver dans ces données le nom d'exercice, le prénom, et puis la profession ou une mention qui est appropriée à la situation de la personne. Ça, c'est le premier point. Après, les 2 autres, elles portent plus sur la gestion de la session et euh, des cas d'inactivité. Donc, l'exigence IE38, elle porte sur la déconnexion du système. Donc, c'est important que le système puisse permettre aux professionnels de fermer sa session. Ça évite que derrière, on laisse des sessions ouvertes dans la nature qui pourraient éventuellement être récupérées par une personne malveillante. Donc voilà, c'est une bonne pratique de toujours fermer la session, enfin de permettre en tout cas au professionnel de santé de fermer sa session lorsqu'il a terminé de travailler sur son application. Et enfin, la dernière exigence, elle va porter sur le verrouillage de l'application au bout d'une durée d'inactivité. Et donc là, en l'occurrence, on a considéré qu'une durée d'inactivité de 2 heures était un maximum. Voilà, parce qu'on estime que voilà, si on est sur un poste, alors si c'est sur un poste qui est dans un bureau fermé, voilà, 2 heures, on peut comprendre, c'est pas trop gênant. Par contre, si on est sur un poste qui est sur un bureau, qui est sur un lieu de passage, qui est plutôt ouvert, il faudra qu'on puisse configurer cette durée d'inactivité sur une durée moindre pour pouvoir le verrouiller au bout d'un délai plus court. Donc voilà, on
a estimé que 2 heures, c'était une bonne durée max dans ce cas. Ça, c'est pour le second bloc. Et enfin, le dernier bloc d'exigences que j'ai évoqué, le troisième et dernier, il va porter sur des exigences qui concernent la gestion des identités. Et donc là, en l'occurrence, il y a le sujet de la conservation des traces et les modifications lors des modifications de mots de passe, notamment. Donc voilà, c'est important que le système puisse conserver les traces des opérations qui sont réalisées en lien avec le cycle de vie des comptes. Donc, on parle par exemple des modifications d'attributs d'identité de la personne, les permissions, si on accorde des permissions, des accès plus importants ou moins importants, il faut que ce soit tracé quelque part, puisque en cas euh, d'un attaquant sur le poste, on doit pouvoir l'identifier. Il y a bien sûr les tentatives de connexion, parce que là, ça permet de voir si d'un coup il y a un grand nombre de tentatives de connexion, si on peut suspecter une activité d'un attaquant euh, l'application. Et puis enfin, le cas de modification de mot de passe. Voilà, on est sur des tâches, des actions qui sont un peu sensibles et donc il est important de les tracer. Et donc ça va concerner la task force paramédicale, notamment le profil structure de vie. Et enfin, on a une deuxième exigence qui s'adresse plutôt aux sages-femmes, enfin, qui s'adresse aux sages-femmes et paramédicales, profil structure de ville. Donc là, le système doit aussi permettre à la structure de santé de mettre en place une politique de mot de passe robuste sur les comptes d'administration. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais voilà, c'est des comptes qui permettent, qui donnent un certain nombre de privilèges lorsqu'on se connecte dessus. Et donc, c'est important de faire attention à ce que les mots de passe, lorsque ce sont des mots de passe qui sont utilisés, ils soient suffisamment robustes pour éviter euh, que l'on puisse facilement les découvrir. Et donc, là, on a un certain nombre de critères à respecter sur le type de caractère, les délais d'expiration, mot de passe, le blocage du compte au bout d'un certain nombre de tentatives. Voilà, il ne faut pas qu'on puisse faire un nombre de tentatives illimité, parce que là, forcément, un attaquant, il aura des chances de réussir à trouver le mot de passe. Voilà, il y a cette exigence qui veille à traiter ces cas-là. Donc voilà un peu pour vous présenter les principales exigences de sécurité. Après, je vais rentrer plus en détail sur la partie test d'intrusion. Mais déjà, est-ce que à ce stade, vous avez des questions à poser? Alors voilà, n'hésitez pas à les poser, soit dans le chat, dans la partie questions-réponses qui est prévue pour ça. Ouais, on a déjà eu 2 questions dans le chat. D'accord. Alors, Donc, certains IDEL ont encore reçu des CPS avec un numéro ADLI et non RPPS début juillet. Est-ce qu'ils doivent gérer cet ADLI au lieu du RPPS dans ce cas précis? Alors, normalement, effectivement, ADLI, normalement, l'usage de l'identifiant ADLI doit se terminer. Donc, après, aujourd'hui, dans le référentiel d'identification électronique, il est toujours toléré. Donc, il faut préférer, dans la mesure où il existe, le numéro RPPS, puisque c'est celui qui est amené à devenir la référence dans le temps. Par contre, si on est dans des cas où on n'a qu'un numéro à délit comme identifiant, il est toujours toléré de l'utiliser. Et deuxième question qu'on avait, c'était la durée de conservation des traces. Quelle est cette durée? Alors, sur la durée de conservation des traces, donc au niveau des exigences Ségur, nous, on n'indique pas forcément une durée parce que c'est très variable en fait en fonction du contexte réglementaire. Donc, c'est à vous de voir en fonction de votre contexte réglementaire quelle serait la durée à respecter.
Après, vous pouvez regarder en fait ce qui est indiqué sur le site de la CNIL, notamment, qui donne des indications précises pour traiter les différents cas de figure. Je vois que Sandra n'hésite pas à prendre la parole, je vois que tu as levé la main. En fait, c'était pour poser une question. J'étais intriguée par ce que tu disais, Caroline, le fait que, il y avait des CPS qui avaient été envoyés sans ADELI, sans RPPS avec juste l'ADELI. Est-ce que tu crois que c'est un bug ou comment ça aurait pu survenir? Puisque du coup, je suis embêtée. Est-ce que c'est, une erreur d'envoi et qu'il faut demander des renvois à l'ANS ou est-ce que c'est censé être délibéré? En tout cas, ça te dit quelque chose, Vincent, ces histoires de CPS, sans RPPS? Euh, Sandra, je viens de poser, moi aussi, je suis assez étonnée. Donc, je viens de poser la question au service relations clients. Si j'ai une réponse d'ici la fin du webinaire, je la partage. Mais sinon, Caroline, on pourra peut-être échanger un peu plus pour voir quels sont ces cas-là, s'ils sont nombreux ou pas, et quel profil, dans quel exercice, quelle situation d'exercice, parce que ça, je suis un peu étonnée. Nickel. Bah, Je vous recontacterai, Caroline. Pareil pour moi, hein, ça me surprend beaucoup, parce que enfin, pour moi, c'était terminé. Donc voilà, on va investiguer et, et revenir vers vous sur ce sujet. et l'autre sujet sur les traces, par exemple sur le référentiel de sécurité et d'interopérabilité relatif, à l'accès des professionnels de santé au dossier médical partagé, la CNIL a dit 6 mois. Donc je vais partager tout de suite, mais souvent c'est plus de l'ordre de 3 ans, l'usage autour d'un certain nombre de traces. Ouais, effectivement, enfin, il peut y avoir, ça peut venir en concurrence, notamment enfin, de questions sur le RGPD c'est pareil, enfin, il n'est pas forcément attendu de conserver trop longtemps les exigences. Donc c'est pour ça on a choisi de ne pas donner de préconisation, parce que c'est très propre au contexte. Voilà, enfin, pour nous, ce qui est important et ce qu'on va regarder dans le cadre du Ségur, c'est est-ce que les traces qu'on a indiquées sont bien conservées, enfin, sont bien prises dans l'outil. La question était précisée que ça porte surtout sur le délai minimum et pas forcément le délai maximum qu'il avait bien précisé sur la CNIL. Ok. Ouais, donc je pense que, enfin, effectivement, en général, 6 mois, c'est un bon, c'est un délai qu'on recommande la plupart du temps. Alors, je vois enfin, je vois une question qu'on n'a pas traitée. Sur le développement sécurisé. J'ai peut-être plus ça. Concernant le développement sécurisé d'outils comme SonarCube, sont-ils suffisants ou y a-t-il des outils de supervision ou des référentiels obligatoires? Alors, sur le développement sécurisé, c'est aussi, alors, l'outil que vous citez, il vient un petit peu plus en aval pour contrôler en fait euh, les développements après. Après, c'est important de prendre aussi ces questions en amont dans le cadre des développements, que les développeurs aient des pratiques, des bonnes pratiques à respecter. euh, voilà, sur la façon de réaliser leur code. Voilà, enfin, c'est aussi, c'est pas que en aval faire un scan du code pour vérifier, même si c'est une très bonne pratique, hein, et je vous encourage à poursuivre. Il faut aussi s'assurer que les développeurs ont les bonnes indications pour suivre les bonnes pratiques en termes de développement sécurisé. Je vois il y a une question aussi qui portait sur le mot de passe. Est-ce que la robustification du mot de passe permet de se passer d'un renouvellement tous les 30 jours? Et il est mentionné la préco de l'ANSSI. Je suis tout à fait en phase, hein, avec ce que dit l'ANSSI sur le sujet. C'est vrai il y a une époque où il était plutôt préconisé de renouveler régulièrement les mots de passe. Aujourd'hui, l'ensemble des experts sur le sujet s'entendent à dire que c'est pas forcément une bonne pratique de les renouveler trop souvent, parce que les utilisateurs vont prendre des mauvaises habitudes, comme d'utiliser le même mot de passe sur tout leur service.
voire d'utiliser des techniques où ils vont changer juste un caractère du mot de passe et donc finalement on va pas avoir la même robustesse dans le temps. Donc voilà, nous on préconise pas forcément non plus de renouveler très régulièrement le mot de passe. Il vaut mieux avoir un mot de passe suffisamment complexe et le garder assez longtemps plutôt qu'un mot de passe peut-être un peu plus simple mais qu'on renouvelle régulièrement. Euh, voilà, c'est effectivement ce que l'on préconise de voilà, de pas renouveler forcément trop souvent les mots de passe. Même si ça peut être une bonne idée au bout un certain temps, hein, je ne sais pas, au bout d'1 an ou 2 ans, parce que dans certains cas, les utilisateurs ont tendance à utiliser les mêmes mots de passe sur d'autres plateformes, et lorsque ces plateformes sont piratées, eh bien, les attaquants se retrouvent avec des mots de passe qu'ils vont essayer sur d'autres comptes. Voilà, ça peut être quand même une bonne idée de le renouveler, mais avec une fréquence plus longue. On a une autre question sur les mots de passe. Quel est l'intérêt pour un logiciel client lourd de conserver des traces concernant les mots de passe qui se trouvent sur le poste du PS et non protégés? Quel est l'intérêt de prendre des traces sur le poste du client? Ça va permettre en cas d'investiguer, notamment lorsqu'on se retrouve face à une attaque, parce que c'est quand même une bonne chose de pouvoir comprendre comment ça s'est passé et comment l'attaquant a pu entrer en cas d'incident de sécurité. Et donc, c'est bien souvent ces traces qui vont être utilisées pour ça. Voilà, pour moi, ça reste un élément important. Et pour revenir sur SonarQube, du coup, si SonarQube ne suffit pas, quelles pratiques sont OK en amont pour sécuriser le développement? Alors, tout dépend en fait du niveau, mais simplement le fait de disposer de bonnes pratiques ou de pointer vers un référentiel euh, de bonnes pratiques qui est mis à disposition des développeurs auxquels ils peuvent accéder, qu'ils peuvent consulter. Voilà, ça peut être notamment une bonne pratique. Le fait de les sensibiliser aussi, ça fait partie d'une autre exigence, mais c'est important qu'ils soient sensibilisés aux difficultés qu'il peut y avoir aux incidents de sécurité qui peuvent être rencontrés. Voilà, ce sont des exemples. Après, voilà, il y en a d'autres, mais enfin, vous pourrez retrouver ensuite dans les REM un peu plus de détails, notamment au niveau de ce qui est attendu. On a une question également de Pascal Castello. Vous exigez une longueur de mot de passe de 15 caractères minimum. Or, la PGSSI préconise une longueur minimale de 8 caractères s'il existe une double tente. Pouvons-nous considérer que cette préconisation est suffisante pour les users administrateurs? Alors en fait, la différence, c'est que c'est justement pour ça qu'on a fait une exigence spécifique. C'est que donc le référentiel d'identification électronique, il porte pour le volet professionnel de santé sur les utilisateurs de la solution, les professionnels de santé qui vont l'utiliser. Et donc dans ce cas-là, effectivement, on est plus, donc c'est la cible, c'est plutôt du 2 facteurs avec dans ce cas-là des mots de passe avec une durée un peu plus faible qui sont tolérés puisqu'on a 2 facteurs. Là, on a choisi pour l'accès admin du coup d'avoir des mots de passe plus longs, plus robustes parce qu'on est sur des comptes qui ont des privilèges, qui donnent des privilèges plus importants. Donc voilà, même si on a un second facteur qui est vraiment une bonne pratique et que je vous encourage à faire aussi hein, pour l'administrateur, c'est bien d'avoir un mot de passe un peu plus robuste. Voilà, sachant que c'est pas un compte sur lequel on est normalement amené à se connecter en continu. Voilà, on peut tolérer d'avoir un mot de passe un petit peu plus long. Je propose que l'on passe sur la seconde partie, sur le test d'intrusion
Et puis on prendra les éventuelles questions qu'on n'aurait pas traitées à la suite, parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de voir toute la partie test d'intrusion. Donc je vous propose de poursuivre la présentation sur la partie donc, test d'intrusion. Donc ce test d'intrusion, donc, il fait partie de l'habilitation à l'espace de confiance ProSanté Connect. Donc dans ce cadre, il vous est demandé de réaliser un test d'intrusion pour le logiciel de professionnels de santé et un test d'intrusion proxy. Donc ces tests d'intrusion, on va le voir, ils donnent lieu au remplissage d'un formulaire qui doit être réalisé par l'auditeur, sachant que ce n'est pas vous qui réalisez cet audit, ce test d'intrusion, mais un prestataire dont c'est le métier, et c'est à vous de contracter avec ce prestataire pour réaliser ce test d'intrusion. Et donc, ce prestataire, il devra remplir un formulaire qui ensuite servira de preuve pour valider votre habilitation à l'espace de confiance ProSanté Connect. Donc ces tests d'intrusion, ils doivent être réalisés par un prestataire qualifié PASI. Donc c'est ce qui nous permet de nous assurer que l'auditeur qui a travaillé sur ce test d'intrusion, il a toutes les compétences, l'expertise pour le faire. Et donc qu'il ne s'agit pas d'un prestataire qui n'a pas toute l'expertise. Ça permet aussi d'assurer une équité en fait entre tous les candidats au Ségur, puisque vous devrez tous passer par un prestataire qualifié PASI. Alors par contre, c'est très important parce qu'il y a souvent des confusions. On attend à ce que ce soit un prestataire qualifié PASI, mais ce n'est pas un audit PASI. Un audit PASI, c'est un audit qui a un niveau de complexité supérieur à celui qu'on attend ici. On n'a pas voulu vous demander quelque chose de trop complexe, on est parti sur quelque chose, sur un test d'intrusion qui est un petit peu en dessous d'un audit PASI. Et donc c'est pas un audit PASI. Et par ailleurs, l'auditeur qui doit réaliser l'audit ne doit pas être forcément qualifié PASI. Il faut juste que le prestataire, donc l'entreprise avec laquelle vous contractez, elle soit elle-même qualifiée PASI. Et donc voilà, on a fait ce choix aussi parce que ça peut être plus compliqué d'avoir un auditeur PASI parce qu'il y en a moins et donc les délais peuvent être plus importants. Ça peut avoir un coût supplémentaire aussi qu'on n'a pas voulu vous imposer. Donc voilà. Donc, on attend de vous un audit réalisé par un prestataire qualifié PASI. C'est tout. Et donc, pour détailler un petit peu ce qui est attendu dans le cadre de la réalisation de ce test d'intrusion, on retrouve deux documents, un guide d'utilisation je vous conseille la lecture en amont pour bien comprendre ce qui est attendu à la fois de votre part et de la part de l'auditeur. Et puis le formulaire Excel, qui est une grille en fait que vous allez télécharger et qui devra être complétée par l'auditeur. Je vais revenir un peu plus en détail rapidement. Donc, si on regarde un petit peu le contenu de ce test d'intrusion, donc on n'a pas réinventé la roue sur le sujet. On se base sur ce qui est proposé par l'OWASP. Donc, l'OWASP, c'est une organisation à but non lucratif qui est mondialement reconnue en matière de cybersécurité et qui met à jour un top 10 des principales menaces et vulnérabilités cyber, donc c'est-à-dire ce que sur le terrain, les vulnérabilités que l'on voit le plus exploitées sur le terrain par des attaquants, et donc potentiellement ce qui présente le plus de risques. Voilà, on essaie d'être pragmatique et se concentrer sur vraiment ce qui présente le plus de risques sur vos solutions. Voilà, après, l'idée, c'est d'avoir aussi une clarté dans ce qui est attendu. Donc, vous allez retrouver dans le guide que j'évoquais tout à l'heure aussi une grille qui pointe en fait pour chacun
des points de contrôle qui sont attendus dans le formulaire vers la vulnérabilité du top 10 au WASP. Donc voilà, ça permet d'avoir une clarté, une crédibilité, même pour vous, pour commercialiser votre solution aussi, c'est quelque chose que vous pourrez mettre facilement en avant, de dire que, voilà, que vous avez réalisé un test d'intrusion qui se base sur le top 10 de l'OWASP. Voilà, je pense que c'est une vraie garantie de sécurité pour vos clients. Et puis voilà, et puis les points de contrôle qu'on donne aussi, si on a choisi de passer par une grille avec des points précis à contrôler, ben, c'est pour permettre d'assurer une équité et être sûr que le test d'intrusion que vous allez passer, ça va être le même que celui que votre concurrent va passer. Et donc, ben, on aura le même niveau de garantie dans le cadre du Ségur, quelle que soit votre solution et le prestataire que vous aurez choisi. Prestataire passif, bien sûr. Donc sur ces points de contrôle, donc on va retrouver deux types de points de contrôle. Des points de contrôle qui vont être communs à toutes les solutions, donc, qui sont des points de contrôle qui portent sur des sujets généraux, en fait, quel que soit qu'on soit sur une solution web ou sur un client mobile. Voilà, on retrouve les mêmes problématiques. Donc c'est 18 points de contrôle communs. Et puis, alors ensuite, on va retrouver des points de contrôle qui, là, sont propres au type d'architecture que vous avez. Puisque, évidemment, si vous avez une solution basée sur du web, bah, ça va pas on va pas retrouver les mêmes problématiques qu'une solution basée sur une application mobile, par exemple. Et donc, bah, pour l'auditeur, il y aura des choses différentes à contrôler. Mais sachant qu'on on a fait en sorte d'avoir un niveau qui soit équivalent en termes de sécurité. Et donc sur chacun de ces points de contrôle, on indique un niveau de gravité. Donc, parce que voilà, toutes les vulnérabilités ne se valent pas. Dans certains cas, certaines vulnérabilités peuvent amener directement à prendre le contrôle sur votre solution et donc avec un impact très grave. Et donc, bah, dans ce cas-là, on a indiqué en gravité haute le point. Ça veut dire que bah, s'il y a une non-conformité, c'est très grave. Et donc, bah, ce point-là, il est éliminatoire. Ça veut dire si vous avez une non-conformité sur ces points-là, il faut forcément les corriger. Donc, c'est ceux à regarder en premier. Et puis après, on a fait preuve de plus de flexibilité sur certaines non-conformités qui pourraient apparaître sur votre solution. Donc, sur certains points de contrôle pour lesquels on a indiqué gravité moyenne, vous pouvez avoir, donc, dans ce cas-là, une réponse négative, c'est-à-dire une non-conformité. Et donc, elle sera acceptée dans la mesure où il n'y en a pas trop, jusqu'à 10 réponses négatives sur ces points de contrôle seront acceptés. Donc, ça fait quand même, on a quand même un haut niveau de flexibilité sur celle-ci. Et puis pour les architectures bah, un petit peu anciennes, par exemple sur les architectures dites 2 tiers, où on a un client qui pointe directement sur la base de données, on a des points de contrôle qui sont indiqués comme non applicables. Voilà, c'est-à-dire qu'ils doivent être audités pour valider le processus de référencement, mais ils ne rentreront pas dans l'évaluation du score. Voilà, c'est un cas un peu particulier. Donc, si on regarde un petit peu le planning et les phases d'audit, pour expliquer comment ça va s'organiser rapidement, donc, on a une phase de cadrage. Vous allez contractualiser avec un prestataire passif. Voilà, vous allez vous arranger avec lui pour lui expliquer, enfin détailler ce qui est attendu. Et donc, bah, éventuellement, vous pourrez inclure une clause de revoyure, c'est-à-dire que, bah, par exemple, vous pouvez contracter avec lui pour lui proposer de faire une première passe sur votre solution et éventuellement, bah, s'il y a des vulnérabilités qui sont découvertes, vous laissez le temps de les corriger et refaire une passe derrière pour valider leur correction et donc finaliser le remplissage du questionnaire, enfin, du formulaire. C'est une possibilité. Donc, à voir avec le prestataire ce que vous souhaitez faire et ce qui est possible. Donc, une fois ce contrat passé avec
avec un prestataire d'audit PASI. Vous allez lui communiquer un certain nombre d'éléments entrants qui vont être nécessaires pour réaliser cet audit. Vous allez ensuite du coup passer à la phase de test. Donc là, on rentre dans les tests vraiment techniques. Donc nous, on les estime à une période de 3 à 4 jours. D'ailleurs, c'est important d'indiquer que nous, on a estimé pour l'ensemble de ce test d'intrusion, donc pour une solution à une durée de 5 jours hommes, en fait, qui inclut à la fois la reporting et, et la phase de réalisation des tests techniques. Donc ensuite, il y a donc l'auditeur après avoir réalisé ces tests techniques, va recenser éventuellement des non-conformités. Il va compléter le formulaire de test d'intrusion et il va générer un PDF à partir de l'Excel. Et donc ce PDF, il va le signer électroniquement. Pourquoi? Et ben, du coup, cette signature, elle va permettre de s'assurer d'abord de notre côté qu'il s'agit bien d'un prestataire PASI. Et puis, ça va permettre de s'assurer que que le document n'a pas été modifié entre le moment où l'auditeur l'a signé et le moment où il est récupéré chez nous. Donc voilà, c'est une garantie aussi d'intégrité. Et donc, suite à cette phase de test et de rapport, vous avez la possibilité, s'il y a des vulnérabilités qui sont présentes et qui sont bloquantes pour le référencement Ségur, de refaire une boucle et puis du coup de corriger les vulnérabilités et de repasser par l'auditeur pour valider une nouvelle version du formulaire. Sachant qu'au final, l'idée, voilà, c'est de nous soumettre les formulaires signés sur lesquels on va valider nous le test d'intrusion pour obtenir l'habilitation espace de confiance ProSanté Connect. Pour dire un mot sur les entrants, je passe un peu rapidement dessus, mais voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont attendues en entrant de votre part, un certain nombre d'éléments. D'abord, il faut veiller à ce que l'environnement proposé à l'auditeur, ce soit un environnement ISO prod, donc, voilà, où on retrouve des éléments qui correspondent à ce qu'on pourrait avoir sur un environnement de production, mais surtout pas des données de production, bien sûr, parce que ça va être des données qui potentiellement sont sensibles. On va s'assurer que la version de l'application, c'est bien sa version majeure, celle pour laquelle vous candidatez pour le Ségur. Et puis, on va vérifier que les dispositifs de sécurité, s'ils ne sont pas commercialisés avec la solution, voilà, je ne sais pas, par exemple, c'est des exemples qu'on a cités, mais il peut y avoir des passerelles de sécurité telles que des Web Application Firewalls, c'est-à-dire des passerelles qui vont filtrer les requêtes web, par exemple. Il peut y avoir différents outils. Donc, si votre solution elle n'est pas commercialisée avec ces outils, il faut les désactiver, puisque l'idée, c'est de valider votre solution et pas l'infrastructure dans son ensemble. On se concentre sur la solution que vous proposez, que vous développez. Et puis, voilà, il faudra renseigner le type d'application dans le formulaire. Et puis après, voilà, on va vous demander un certain nombre de choses, telles que, vous pourrez retrouver le détail dans le guide, mais notamment, par exemple, les logs techniques. Puisqu'on parlait des logs tout à l'heure, il faut que lors du premier jour de test, vous ayez extrait ces logs techniques et vous puissiez les fournir à l'auditeur pour qu'il puisse vérifier que les éléments qu'on attend s'y retrouvent bien. Voilà, dans les grandes lignes. Et puis, donc, dans le remplissage du formulaire, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, donc vous allez retrouver 2 onglets. Je vais peut-être même directement passer à la démonstration, ce sera peut-être plus parlant. Je vais vous
vous montrer à quoi ressemble la grille d'évaluation Excel. Voilà, que vous voyez à quoi ça peut ressembler. 10 minutes, je vais partager mon écran. Voilà, donc normalement, vous devriez voir apparaître le formulaire. Donc en fait, ce formulaire, donc, pour le suivre, donc tout est détaillé dans le guide qui est fourni avec le formulaire, mais voilà, pour aller dans les grandes lignes, voilà, vous allez suivre en fait l'ordre qui est indiqué. Donc on va d'abord sur le premier onglet. Donc là, il est attendu de votre part d'indiquer le nom de votre application, sa version, et puis vous pouvez indiquer une description. Et ce qui va être surtout important, c'est de signaler le type d'application que vous avez. Donc par exemple, si c'est une application web, vous allez choisir application web. Et puis on voit en dessous donc le résultat. Donc là, au fur et à mesure de ce que vous allez compléter, cet élément-là va se mettre à jour, va calculer automatiquement si l'application est OK pour le référencement ou si ce n'est pas le cas, s'il y a des choses à corriger. Et donc on va retrouver, donc vous avez vu quand j'ai sélectionné application web, donc il y avait un certain nombre d'onglets. Ceux qui restent sont uniquement ceux qui devront être remplis. Donc à la fin, il doit rester 2 onglets. Un onglet base commune qui est commun pour toutes les applications, avec un certain nombre de choses, de points de contrôle. Et un onglet, donc là j'ai choisi application web, donc je vais avoir un onglet avec des points qui vont porter sur une application web qui devront être vérifiées. Et donc, au fur et à mesure que vous complétez ce formulaire, donc vous avez ici, donc ça c'est votre auditeur qui va le faire, donc il va indiquer par exemple sur ce point-là si c'est OK ou s'il faut si ça ne fonctionne pas. Donc il faut juste indiquer donc la notation c'est conforme, non conforme ou non applicable. Donc si c'est conforme, c'est bon, vous êtes ouvert. Si c'est non conforme, ça veut dire que il faut vérifier. Si c'est un point de gravité moyenne, ce ne sera pas bloquant tant que vous en avez moins que 10. Si par contre vous êtes sur un élément de gravité haute, comme c'est le cas par exemple pour la deuxième ligne ici, là ça va être bloquant. Et donc ici sur le premier onglet, le résultat va changer et indiquer que l'application ne peut pas être référencée. Voilà comment ça se passe. Et si c'est non applicable, donc ça c'est aussi une flexibilité que l'on accorde, c'est que si on est dans un cas où vraiment ça n'a pas de sens de vérifier cette règle de sécurité pour votre solution, et donc là ça va être l'auditeur qui va en juger, il va dire non, ça effectivement dans le contexte ça n'a pas de sens, il peut mettre non applicable. Par contre, dans ce cas, il doit forcément remplir ici un commentaire pour expliquer pourquoi il juge que ce n'est pas applicable. Si vous rendez votre formulaire avec juste non applicable et qu'il n'y a aucune explication, ce ne sera pas valable. On va vous contacter pour vous demander de préciser pour quelle raison ça ne le serait pas. Voilà un petit peu pour vous montrer comment ça va se passer. Alors après, je ne rentre pas dans le détail, vous pourrez prendre connaissance plus en détail du contenu du formulaire et vous l'approprier. Voilà, l'idée, c'était de vous faire déjà vous donner un petit aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Je vois qu'il ne reste plus que 5 minutes, donc je m'arrête là. Je vais essayer de prendre quelques questions. On avait déjà dans le chat.
Déjà, dans le cadre de l'espace de confiance, est-ce qu'il faudra faire un test d'intrusion tous les 3 ans? Alors, donc effectivement, dans le cadre de l'espace de confiance, c'est ce qui est prévu jusqu'à présent, c'est voilà, tous les 3 ans, donc il n'y a pas une contrainte très forte, hein. Nous, on recommande plutôt de faire un test d'intrusion annuel à minima, voire plus souvent si vous faites des modifications très régulières sur l'application. Mais du coup, pour l'espace de confiance pour Santé Connect, effectivement, c'est à renouveler tous les 3 ans. C'est ce qui est attendu de notre part. Ensuite, sur la partie des intrusions, ici, ce formulaire utilise des macros qui sont souvent bloqués par les mesures de sécurité des modes d'audit. Du coup, la question comment faire? Alors ça, ouais, il faut voir avec. En fait, vous, personnellement, vous n'aurez pas forcément à utiliser le formulaire puisque c'est votre auditeur qui va réaliser l'audit et qui va le compléter. Donc dans ce cas-là, c'est à lui de voir pour se mettre dans un environnement sur lequel il peut exécuter les macros. En général, les auditeurs savent facilement utiliser voilà, des Docker ou des postes dédiés ou qui sont dans des environnements clos pour exécuter ce type de macro. Voilà, effectivement, ça peut être une difficulté, mais on pense que c'est quand même facilement contournable puisque c'est un document qui peut être utilisé de façon autonome sans avoir à accéder à d'autres ressources en parallèle. On peut même le faire en mode totalement, le compléter en mode totalement déconnecté. Donc, voilà. Question qui vient préciser la précédente sur la tâche d'intrusion pour les proxys. Est-ce que quand il est renouvelé tous les 3 ans, est-ce que ça va être encore avec un auditeur passif? Alors, sur ce point, alors il faudrait vérifier dans le référentiel Pro Santé Connect. J'avoue que je suis plus sûr de ce point. On pourra le confirmer. Il me semble que c'est un peu plus ouvert sur l'auditeur. Est-ce que l'externe aussi, ça fait partie de la question, cet auditeur? Alors, ouais, alors pour ces deux points-là, je pense il faut vérifier le, bah, le, voilà, le référentiel qui concerne l'espace de confiance Pro Santé Connect. Je ne le connais pas par cœur, mais je peux regarder ce point-là et revenir vers vous pour vous le confirmer. Est-ce qu'il y a d'autres questions on arrive au bout du... Toujours sur le proxy, s'il est commun à l'ensemble des solutions qui sont proposées par un groupe, est-ce qu'ils doivent faire l'audit du proxy à chaque fois, pour chaque solution? Alors, pour moi, le test d'intrusion proxy, il est séparé du test d'intrusion LPS, donc il peut très bien être réalisé de façon séparée. On peut confirmer avec l'équipe pour Santé Connect, mais il me semble que ça peut tout à fait être fait séparément, parce on a prévu hein, ce cas de figure, hein, puisqu'il peut y avoir beaucoup de cas différents en tout cas de différentes solutions pour le proxy, soit vous le développez vous-même, soit vous passez par un service qui est proposé par un tiers. Oui, enfin, tous ces cas de figure-là, ils ont été normalement prévus. Et voilà, vous allez pouvoir le faire sans normalement refaire à chaque fois pour chaque solution. Et c'était également une question. Alors, sur le test d'intrusion, je ne vois pas de nouvelles questions actuellement. Par contre, il y avait une dernière question qui avait été posée dans la partie exigence qu'on peut peut-être traiter tout de suite. Donc, c'était sur l'exigence portant sur les sauvegardes. Au niveau de la sauvegarde des données, quelles sont les exigences par rapport à la fréquence de sauvegarde des données? Alors, au niveau du Ségur, nous, on ne précise pas de fréquence. Encore une fois, là,
En fait, c'est à choisir en fonction de. Ça va dépendre un petit peu du contexte d'utilisation. Dans certains cas, ça peut être pertinent s'il y a des modifications très fréquentes sur la solution, de faire des sauvegardes régulières. Dans d'autres cas, ça ne le sera pas forcément. En fait, il faut toujours se poser la question, voilà, si le jour où je perds toutes mes données, qu'est-ce qui serait acceptable pour moi que j'ai perdu 2 jours d'activité, ou est-ce qu'une semaine d'activité c'est acceptable, ou est-ce que au contraire, enfin, je peux pas me permettre de perdre une seule journée, et donc il faut que j'ai des sauvegardes beaucoup plus régulières. Donc ça, c'est à choisir en fonction du contexte d'utilisation. Nous, ce qu'on attend de vous, c'est de donner à votre client les clés en fait pour réaliser cette sauvegarde. Après, c'est à vous de voir en fait sur le délai avec lui, ou à lui d'exécuter lui-même la sauvegarde si on est sur une solution on-premise, par exemple. Voilà, je pense qu'on arrive un petit peu au bout de ce webinaire. Je pense qu'on a traité pas mal de questions. Alors, il y en aura forcément qui vont vous venir les jours qui viennent, enfin, pour les semaines et mois. N'hésitez pas, voilà, à les poser, à nous les transmettre. Ça peut être, voilà, vous pouvez utiliser notamment la balle cyber@isanté.gouv.fr pour nous relayer vos questions si vous en avez. Il y a également une FAQ qui existe et qui est mise à disposition, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver pas mal de questions qui ont déjà été posées sur les exigences SSI, puisque c'est des exigences qui sont transverses, qu'on va retrouver sur tous les couloirs Ségur. Donc n'hésitez pas aussi à la consulter. Vous pouvez y retrouver quand même pas mal d'informations sur ces exigences sécurité. Voilà, et je vois que Christelle voilà, nous indique aussi enfin, que enfin, vos questions pourront être reprises et on pourra nous les soumettre, voilà, lors notamment je suppose, de vos ateliers de travail sur ces questions-là. Voilà, écoutez, si personne n'a rien à ajouter, je propose qu'on en reste là. Je vous remercie voilà, pour votre présence, votre intérêt pour le webinaire et toutes les questions posées. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Si. J'en ai. Au revoir. Au revoir.